Alors on va reprendre la troisième table ronde qui s'intitule Construire pour qui, et qui sera animée par Renaud Epstein. Pardon. Et nous aurons la chance d'entendre Fabien Gantois, donc architecte, président du CROAIF, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, Patrick Leclerc, maire de Gennevilliers, et Jean-Luc Vidon, président de la FNAR. Je vous laisse le micro et je vous laisse vous installer. On va commencer. J'ai aucune autorité. C'est la troisième table ronde. Puis le temps que le public... Oui, bonjour, bienvenue pour cette table ronde d'hommes blancs. Hein Je tiens à dire que les tables rondes. Non, je vais faire mon Macron aussi. Non mais voilà, c'est malgré... C'est vrai. Ouais. Dans les précédents, oui, c'est vrai de mémoire. Emmanuelle Cos devait être là, elle n'a pas pu l'être. Bien, donc une table ronde, donc la première table ronde, j'ai pas pu assister, je suis absolument désolé, donc j'espère qu'on va pas recouper sur ce qui se dit. La première table ronde portait sur construire toujours plus, mais comment. Deuxième table ronde, construire mieux. Celle-ci, pour titre, construire pour qui? Alors vous avez couvert un peu tout le spectre, mais manque peut-être quand même une question, même si elle a pu être abordée de manière pointilliste, c'est construire où? Parce que quand même, s'agissant du logement, cette question spatiale est loin d'être anodine, et je pense qu'on va pas mal y revenir. Mais avant de revenir, je voudrais dire que moi, je suis évidemment ravi d'être là, et puis je voulais vraiment remercier la Ville en Commun pour avoir organisé ça. Et cette table ronde et cette journée s'inscrit dans le prolongement d'une série d'initiatives prises par la Ville en Commun ces derniers temps, et notamment une à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui nous a fait travailler avec des étudiants, alors moi mes propres étudiants, et puis des étudiants de 8 universités européennes, pardon, autour de la question d'habiter les grands ensembles, et qui nous a amenés tous et toutes ensemble à la Biennale de Venise pour un workshop extrêmement intéressant avec une exposition dans le pavillon français. Donc merci la Ville en Commun pour l'organisation, et merci à celles et ceux qui ont participé activement à ça. Je pense notamment à la ville de Gennevilliers, à l'ANRU qui a soutenu. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai dit et je voulais le dire. Donc, je reviens à la question initiale, qui est ce que j'avais commencé à dire. Construire où alors, je reviendrai sur pour qui, mais construire où comme j'ai essayé d'être sérieux, de préparer un peu cette table ronde, et dans la perspective notamment des présentations des candidats après, ou leurs représentants, représentantes, j'ai quand même regardé un peu ce que racontaient les programmes, si tant est qu'il y a un programme, si tant est qu'il y a une campagne, bon, mais ça c'est autre chose. Et s'agissant de l'habitat, j'étais assez frappé de voir que cette question de construire où était finalement assez peu abordée. Ou si ce n'est de façon très très technique, un peu dans le prolongement de ce qui est aujourd'hui dans les politiques de l'habitat, c'est-à-dire une logique de différenciation nationale des aides en fonction du degré de tension des marchés, avec des zonages. Et quand on regarde dans les programmes, en gros, les termes du débat, c'est... à l'âge, c'est ce qu'on construit, est-ce qu'on régule ça, savoir où on construit, à l'échelle régionale, à l'échelle intercommunale, à l'échelle communale. Et on laisse finalement de côté une question qui me semble centrale, sur laquelle on pourra peut-être revenir, qui est la question de l'aménagement du territoire, ou plutôt cette question, elle revient, mais d'une manière qui est assez stupéfiante, de manière assez brutale, autour d'une opposition métropole-rurale, pour aller vite. Et j'ai assisté à un bout de débat qui, nous aussi, là tout à l'heure, renvoyer aussi un peu à ça. Et si je devais un peu sortir des caricatures qui animent un peu le débat politique, moi, il me semble que les termes du débat, aujourd'hui, si on devait les problématiser un peu, c'est est-ce qu'il faut construire là où les besoins sont les plus forts, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui dans les métropoles, et accompagner les mobilités des individus, des ménages, depuis les espaces où il y a... depuis toute une série d'espaces vers les espaces où se concentrent les emplois, en particulier les espaces métropolitains. Où est-ce qu'il faut, puisque les termes du débat sont aujourd'hui posés chez 3 candidats dans ces termes-là,
et 3 candidats qui potentiellement qui occupent les 2e, 3e, 4e places ou 2e, 3e, 5e places dans les sondages, donc les candidats dont les propositions méritent quand même d'être examinées, des candidats qui nous disent aujourd'hui, il faut donner la priorité au rural, donner la priorité aux espaces non métropolitains pour infléchir la dynamique de métropolisation, et y compris en utilisant le levier de la construction. Ce qui est intéressant. Et puis, on pourrait aussi se demander, les termes du débat sont pas là, c'est est-ce qu'il faut vraiment construire là où il y a de la demande plutôt que des besoins ? Et de ce point de vue-là, les besoins sont certes dans les métropoles, mais aujourd'hui, la demande, elle n'est pas dans les cœurs de métropoles, elle est dans des périphéries toujours plus lointaines des métropoles, mais articulées aux métropoles. Et ça bon. Alors, il y a cette question... Où construire ? Mais ce n'était pas l'objet de la table ronde, c'était construire pour qui ? Sauf que je crois qu'il faut croiser les deux. Je pense que l'une ou l'autre n'a pas tellement de sens. Et quand on croise les deux, construire pour qui et construire où, ça nous renvoie à une question qui est la question de la mixité sociale, me semble-t-il, à cet enjeu. Et ça m'amène à la question par laquelle je vais lancer, et après je vais me taire, puisqu'il y a des gens qui ont plus de choses à dire que moi, et que je vais formuler de manière un peu provocatrice, en tout cas au moins pour mon voisin de gauche peut-être. Bon, pour aller vite, il y a depuis le début des années 2000, depuis 2003, des politiques urbaines extrêmement ambitieuses, extrêmement massives, comme la France n'en avait pas connu depuis les années 60, à travers le programme de rénovation urbaine, qui visaient à produire de la mixité sociale. Il y a eu des réformes très lourdes et ambitieuses j'espérais qu'Emmanuelle Cos soit là, parce qu'elle a porté une de ces réformes en matière d'attribution dans des HLM dans le cadre de la loi égalité citoyenneté, qui elle aussi était structurée autour de cet objectif de production de la mixité sociale. Si on regarde aujourd'hui la plupart des travaux et des statistiques disponibles, on se voit que 20 ans de mobilisation des politiques du logement, que ce soit via la démolition, reconstruction, via les attributions, qui visaient à produire de la mixité sociale, ne sont pas parvenus jusqu'à présent à infléchir les dynamiques de spécialisation sociale des territoires, ou en tout cas de ceux qui sont situés aux deux extrêmes du spectre socio-urbain, dans les territoires les plus riches, dans les territoires les plus pauvres. C'est-à-dire dans les territoires où la question de la mixité vraiment se pose, où l'enjeu de mixité se pose. Et ça m'amène à la question, je vais lancer comme ça, est-ce qu'il faut aujourd'hui, sur la base de ce bilan de 20 ans de mobilisation, est-ce que finalement, il ne faudrait pas renoncer à l'objectif de mixité sociale et construire, allez, on va le dire brutalement, construire du logement pour les pauvres partout, y compris là où les pauvres sont déjà concentrés. Olivier ? C'est moi ? Non, c'est Olivier, c'est toi. Ah oui, non, mais c'est moi qui commence. Je te lance. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et très heureux de participer à ces échanges où j'essaierai d'être modeste parce que, comme Renaud l'a rappelé, c'est des sujets qui appellent quand même à une forme de modestie. Moi, je crois d'abord qu'il faut essayer de construire là où on en a besoin. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment aujourd'hui. Pour qui ? Pour tout le monde. Et je crois à la force du parcours résidentiel. Enfin, ce qui peut modifier la situation, c'est si on arrive à redonner une possibilité de parcours résidentiel. Et c'est pour ça qu'il faut aussi construire tout type d'habitat, de l'hébergement jusqu'à l'accession à la propriété, avec toutes les phases possibles de logement social, tous ces modes de financement, y compris le BRS, l'accession sociale, etc. Je pense qu'il faut redonner du mouvement au logement. Ensuite, est-ce qu'il faut renoncer à la mixité ? Je dirais non, mais en même temps, la réalité, elle peut être très différente, parce que d'une certaine manière, c'est le drame de la politique de la ville. On est toujours en train de se demander si c'est un échec, une réussite, etc. La réalité, c'est que ces territoires sont souvent des sas de réussite pour un nombre d'habitants de nos villes, et donc un mouvement perpétuel. La réalité d'une ville que je connais bien, c'est celle de Clichy. C'est une partie des populations, notamment celles qui habitent dans les copropriétés les plus fragiles,
qui vivent une forme d'assignation à résidence, et puis pour beaucoup d'autres, une capacité à aller mieux et de ne pas avoir envie de rester. Et donc, un des enjeux de ces politiques publiques, c'est est-ce qu'on est capable, à travers une offre de logement, une offre d'équipement public, une offre d'emploi, de tranquillité, de mobilité, de faire qu'un certain nombre des familles qui sont en soi une forme de mixité restent sur nos territoires. Et moi, à la fois comme maire, comme président de l'ANRU, comme citoyen engagé, je crois beaucoup, je l'ai dit, au parcours résidentiel et aux éléments qui font qu'on ait envie à un moment de venir ou de ne pas venir dans un territoire ou d'y rester. Et notamment la question de l'école, qui est quand même une question assez centrale sur ce qui fait qu'on ait envie ou pas d'habiter dans un territoire, d'y élever ses enfants, de les voir grandir, en particulier entrer au collège. On sait tous que les études PLH, quand on avait des PLH monocommunaux, montraient, aujourd'hui on est sur d'autres échelles, mais montraient à Clichy, c'était flagrant. Le moment où on voulait quitter cette ville, c'est quand son gamin entrait en 6e. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a encore complètement contré, bien évidemment. Donc, je pense qu'il ne faut pas renoncer à cet objectif de mixité. Il faut aussi oser se dire que la mixité, on l'a souvent dans nos quartiers, et Patrice le dira encore mieux que moi, je pense, parce qu'on est plutôt en accord sur ces sujets-là, et on fait partie de ceux qui pensent que évidemment, le logement social est tout sauf un épouvantail et il doit participer, et il participe à cet objectif de mixité si on arrive à embrasser l'ensemble des projets. Et pour moi, puisque tu m'as aussi interrogé là-dessus, l'ANRU, mais pas que, mais l'ANRU a un rôle déterminant à jouer dans cette capacité à refaire la ville sur la ville. Alors j'entendais le mot tout à l'heure quand j'entrais, mais je crois beaucoup à ça aussi, à redonner le goût de la ville. Parce que, enfin, moi, je ne crois pas à cette idée qui ferait qu'on puisse construire comme ça une espèce d'exode inversé. J'ai du mal à imaginer que ça soit... Il y a, on a entendu pendant le Covid, une envie d'ailleurs, etc. Mais en même temps, quand on interroge les habitants des zones rurales, pour beaucoup d'entre eux, ils disent manquer d'équipements publics, etc. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc une partie des urbains, en tout cas ceux qui en ont les moyens, se disent on va découvrir Angers, Orléans ou Poitiers, que sais-je, mais d'autres ont aussi envie d'ailleurs. Donc moi je crois au rôle du renouvellement urbain dans cette capacité à refaire la ville, à redonner le goût de la ville, parce que je pense que c'est important, à réfléchir aussi aux liens, aux actions qui sont menées. Par exemple, les actions cœur de ville qui sont menées dans des centralités, là où on a en même temps un quartier en rue périphérique, c'est des opérations qui marchent assez bien, notamment dans nos régions, parce qu'on profite de l'action cœur de ville pour reconstituer une partie de l'offre de logement social et créer ces mouvements de population. Donc voilà, en première analyse, mais je l'ai redit, un grand attachement au parcours résidentiel et à ce qui fait le parcours résidentiel et notamment l'école. Merci. Alors, je me tourne vers le second élu de cette table ronde, donc Patrice Leclerc. Alors, Patrice qui a écrit un petit ouvrage, un nouvel art de vivre populaire. C'est Inventons un nouvel âge. Inventons un nouvel âge de... Alors, dans lequel, moi, j'ai lu des choses que je n'étais plus habitué à lire. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu ça de la part d'un élu, c'est-à-dire un chapitre, justement, un peu d'attaque contre la mixité sociale. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi, de remise en cause des politiques qui sont fondées sur, aujourd'hui, ce mot d'ordre. Alors moi, je me retourne vers toi, peut-être t'amener à expliquer ta position là-dessus. Oui, alors, si tu permets, tu as fait un pas de côté sur construire où. Je pense qu'il faut aussi construire là où il y en a besoin, mais il faut créer aussi des besoins. Et je pense que la rupture écologique indispensable
et je dis rupture et pas transition, parce que pour la transition, c'est trop tard, doit amener à relocaliser des emplois, parce qu'on habite là où il y a du travail, on habite là où on peut vivre. Et certainement, c'est pas forcément construire, parce qu'il y a des tas de maisons, des tas d'immeubles qui sont à réinvestir en province, et que cette rupture écologique amènera certainement à réinvestir ces lieux, puisqu'il y aura des relocalisations d'emplois, il y a des circuits courts à recréer, et je crois qu'il y a je ne crois pas du tout à la transhumance due au télétravail, parce que de toute façon, les bourgeois actuels qui font cette transhumance reviendront dans les grandes zones, ne serait-ce que pour le niveau scolaire de leurs enfants, entre guillemets. Donc, ce ne sont pas des choses possibles. Sur la mixité sociale, je dis non, il ne faut pas poursuivre cette idée qui est une offensive idéologique qui humilie les couches populaires. D'abord, la mixité sociale, c'est un mythe. Le mythe rêvé de la mixité sociale des années 70 dans les HLM de Gennevilliers, c'est les Arabes et les Noirs dans les bidonvilles et les ouvriers blancs dans les HLM. Et on a commencé à parler de problèmes de mixité sociale quand les Arabes et les Noirs sont arrivés dans les logements HLM. Donc ce mythe qui a été créé ne peut pas être poursuivi et aujourd'hui crée une humiliation en direction des habitants des quartiers populaires. Comment peut-on demander à ces habitants de se redresser, de travailler, si on les humilie en permanence en leur expliquant que ça ira mieux quand quelqu'un habitera à leur place, autre qu'eux ou à côté d'eux. Par ailleurs, cette mixité sociale est aussi un mythe, y compris dans la construction, en construisant des logements HLM et des copropriétés, parce que les gens ne vivent pas ensemble. Ils ne vont pas dans la même école. Ceux qui font du télétravail en province, ils mettent leur môme, et ceux de Gennevilliers, par exemple, qui pour une part achètent à Gennevilliers, vont à Asnières, parce que nous on n'a pas d'école privée, vont à Asnières dans les écoles privées d'Asnières. Donc je pense que la question qui est posée, c'est pas la question de la mixité sociale, c'est de mettre parce que la mixité sociale, c'est aussi travailler l'invisibilisation des couches populaires et des problèmes que la société génère. Et au contraire, il faut rendre ces problèmes visibles pour s'attaquer réellement aux problèmes du pouvoir d'achat de ces familles, la question du rapport au salaire, au travail, à la formation, à la dignité de ces familles pour pouvoir faire ville et pour pouvoir faire vie ensemble. Et je dirais, à l'inverse, Gennevilliers est peut-être l'exemple, puisqu'on a la chance d'être une ville avec une population populaire, mais une ville riche en termes de ressources, que Simon René me fait toujours la remarque que notre modèle fonctionne bien, parce que nous, on fait payer les entreprises et on se sert de l'argent des entreprises pour créer du service public, créer du développement urbain, créer du développement social. Et c'est certainement la démonstration que quand on met les moyens là où il y a des besoins, plutôt que de rendre les gens invisibles, on peut faire société et faire ensemble que les gens retrouvent de la dignité. Personne n'a réussi à me prouver aujourd'hui que quelqu'un de pauvre vit mieux à Asnières qu'à Gennevilliers. Puisque la mixité sociale, ce serait ça. C'est ce que nous propose d'ailleurs l'ANRU. Ce que nous propose le gouvernement, c'est envoyez-nous des gens d'Asnières à Gennevilliers dans le quartier des Agnettes, et puis nous, on envoie des gens des Agnettes dans le quartier d'Asnières. Comme ça, on fait de la mixité sociale, tout le monde ira mieux. D'abord, ça ne marche pas parce que personne n'y arrive. C'est aussi complètement ne pas prendre en compte que les gens ont des liens sociaux, qu'il y a des solidarités populaires qui existent et que les casser, ces solidarités populaires, c'est mettre encore davantage les gens en difficulté. C'est oublier aussi que le conservatoire de Gennevilliers est beaucoup moins cher que le conservatoire d'Asnières, que les habitants populaires de Gennevilliers peuvent aller à l'école d'Armanay, peuvent participer. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de limite financière, il y a des limites culturelles, mais il n'y a pas les limites financières. Et il y a la bataille de médiation culturelle pour essayer de faire en sorte que les enfants des milieux populaires profitent de ces choses. Donc voilà les raisons pour aller vite, pour lesquelles je m'inscris en faux sur cette humiliation portée par cette idéologie de la mixité sociale. Je dois dire que sur le parcours résidentiel, il est vrai, le parcours résidentiel aujourd'hui ne s'effectue pas en fonction des besoins. C'est-à-dire que les familles qui sont en suroccupation de logement ne peuvent pas avoir de logement. Parce que sinon, le parcours résidentiel, c'est la France des propriétaires. On pense c'est arrivé quand on est sorti du logement social. Or, pour moi, le logement social, c'est le droit au logement pour toutes et tous. Et il faudrait supprimer la loi Boutin si on veut lutter contre la paupérisation du logement. Merci, Alain.
je continue le tour de table en m'adressant là maintenant à Jean-Luc Vidon, puisque cette question de la mixité, elle est systématiquement abordée à partir du logement social. Donc, savoir, de votre point de vue, justement, d'abord, aujourd'hui, quel est l'état de la réflexion sur cette question de mixité, et puis construire du logement social, puisque c'est ce que vous appelez de vos voeux, mais je reviens à la question de la table ronde, construire du logement social, pour qui ? Alors, je me présente en 2 mots. Je représente ici Emmanuel Cos. Je préside la Fédération nationale des associations régionales HLM, qui est une des 5 fédérations de l'Union. Et j'ai présidé pendant 7 ans l'AORIF, qui est l'Association des bailleurs d'Île-de-France. Et je dirige une société d'HLM. Pour répondre à votre question, d'abord, il faut faire attention au terme de mixité sociale, parce qu'on peut l'utiliser un peu à des fins diverses. La mixité sociale, si c'est pour expliquer qu'au-delà d'un certain seuil de logements sociaux dans une commune, il ne faut plus en construire, eh bien, c'est un terme un peu facile à brandir. Moi, nous pensons que le premier point, c'est que chacun a le droit d'accéder à un logement à proximité de son travail, là où il souhaite vivre. Premier constat. Deuxième chose, aujourd'hui, il y a 2 200 000 personnes qui attendent en France un logement abordable, dont un certain nombre qui sont mal logés, voire sans logement. Mais le logement social, le logement abordable, accueille une diversité extrêmement forte de publics, depuis les jeunes jusqu'aux fameux salariés essentiels, en passant par les ménages, qui soient ou non en demande de mobilité. Ce sont les personnes âgées qui souhaitent rester dans un logement. Ce sont des couples, des familles monoparentales. Bref, une grande diversité de situations auxquelles il faut répondre sur tout le territoire. Et répondre aux enjeux de mixité sociale, c'est d'abord faire en sorte que tout le territoire soit accessible à ces personnes. Et ces personnes, en Île-de-France, elles représentent celles dont les ressources permettent d'avoir accès à un logement social, eh bien, elles représentent au moins les 2/3 de la population. Alors, quand on dit 25% de logements sociaux dans une commune, voire 30%, moi, je pourrais répondre par provocation, et qu'est-ce qu'on fait des autres ensuite ? Sachant que pour un certain nombre de personnes, et plus seulement en Île-de-France aujourd'hui, le logement social est le seul qui soit accessible en termes de loyer. Sinon, c'est des sacrifices considérables en termes de charges, en termes de surface, en termes de distance au travail. Le logement social est le seul, parce que nous vivons dans un pays où l'immobilier a explosé et où la politique publique n'a pas suivi suffisamment pour être capable d'encadrer cette explosion. C'est une explosion qui, d'ailleurs, dépasse le pays. Mais le constat qu'on fait quand même aujourd'hui et qui est essentiel, c'est qu'on n'arrive plus, pour un grand nombre de personnes, à se loger correctement en France. Donc à partir de là, oui, il faut de la mixité sociale, mais la mixité sociale ne doit jamais être un prétexte pour ralentir l'effort de construire, l'effort de produire des logements. Et ça, c'est un point essentiel, parce que je constate qu'en cette fin d'année 2021, et depuis 5 ans, la production de logements sociaux est en chute libre, la production de logements abordables est en chute libre, que les objectifs 2021 n'ont pas été tenus et que les objectifs 2022 seront très difficiles à tenir. Et le problème, il est là. Il est là le véritable problème, c'est de savoir cette mixité sociale. Pour moi, si c'est qualifier un objectif de développement beaucoup plus important du logement social sous des formes diverses. Ça peut être la construction, ça peut être la revitalisation des centres-villes. Olivier Klein a parlé de ce qui se fait et qui est extrêmement intéressant, financé par l'ANRU, dans le programme Action Cœur de Ville, par exemple. C'est des éléments essentiels. Et où est-ce qu'il faut construire ? Sur tout le territoire, avec plusieurs objectifs, et je termine par là. Le premier objectif, quand même, c'est de répondre à la demande. Quand il y a 2,5 millions de personnes, 2 200 000 personnes qui attendent un logement, l'objectif premier, c'est de leur répondre rapidement. Le deuxième, surtout que le nombre de demandeurs va croissant chaque année. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner ces personnes et de faire en sorte que le logement leur permette un parcours résidentiel en fonction de leur emploi, en fonction de l'évolution de leur mode de vie, de la structure familiale, etc. Et puis le troisième objectif, et là-dessus un certain nombre de candidats vous l'avez dit, c'est
d'anticiper. Parce que quand on construit des logements, on ne fait pas ou pas beaucoup de logements sur roulette qu'on peut transporter facilement. On investit pour 40, 50, 60, 80 ans. Et donc, il ne faut pas se tromper. Ce qui veut dire que dans les politiques publiques du logement, il doit y avoir un facteur d'anticipation par rapport à l'aménagement du territoire. Mais là-dessus, la question du logement est un des sujets qu'il faut traiter avec celui de l'emploi, avec celui des transports, avec celui de l'éducation, avec celui de la santé. Mais c'est en tout cas pour le mouvement HLM et les associations régionales HLM qui sont partout sur le territoire que je présente, également un véritable enjeu de rééquilibrage, parce qu'on imagine mal que l'Île-de-France, qui avait 450 000 demandeurs de logement il y a une quinzaine d'années, qui en a aujourd'hui 750 000, puisse rapidement s'en sortir. Donc il faut à la fois répondre rapidement et anticiper pour retrouver un mode d'aménagement du territoire qui soit un mode d'aménagement du territoire qui permette à l'échelle de ce territoire une mixité du logement social avec le logement intermédiaire, avec le logement privé, qui soit en capacité de répondre aux besoins. Dernier intervenant de cette table ronde, Fabien Gantois, et j'ai envie de vous poser une question simple, c'est face à tout ça, que peut faire l'architecte ou l'architecture, puisque moi, pour avoir beaucoup travaillé sur la question des grands ensembles, je suis frappé de voir à quel point il fut un temps, un peu lointain, mais bon, où les architectes avaient un discours, une pensée là-dessus, et il y avait une sorte de doctrine, qui s'est d'ailleurs construite en acte, qui reliait l'acte architectural, l'acte bâtisseur, et une certaine idée de l'occupation sociale et de la coexistence entre différents groupes sociaux. Je ne suis pas toujours de manière fine un peu les débats qui animent le monde professionnel et scientifique sur l'architecture, mais j'ai pas l'impression que cette question soit aussi présente, mais peut-être qu'elle l'est, et donc du point de vue de l'architecte, en quoi est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous faire quelque chose pour sur les questions qu'on vient de discuter? Au départ, je pensais m'être trompé de table ronde, parce que quand vous avez dit construire où, je me suis dit, mais mince, ça, c'était pas la question qu'on m'avait posée. Mais c'est pas grave, je vais quand même tenter d'y répondre pour dire pour qui répondre à votre question, évidemment. Déjà, l'architecture ne se limite pas à l'édifice. Il faut juste comprendre que architecturer un espace, c'est architecturer un territoire. De la grande échelle, il y a par exemple des schémas d'aménagement de l'espace européen qui existent au niveau réglementaire, des schémas d'aménagement de la France, notamment au niveau de l'économie. Puis après, vous avez effectivement les SRADET et le SDRIF pour la région. Donc tout ça, ce sont des matières d'organisation de l'espace qui font effectivement architecture, qui ne font pas forcément édifice, enfin, c'est quand même un édifice de la constitution spatiale, de l'organisation de la société. Et au premier chef, c'est effectivement quelque chose qui va intéresser les architectes. On disait effectivement construire, parce que la mixité sociale appelle effectivement la question à construire où. Juste rappeler un fait fondamental, à peu près qui va nous éclairer, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait des villes, pourquoi est-ce qu'on a fait des logements? C'est au premier chef pour qu'on se rencontre là aujourd'hui évidemment, et puis parce que c'est la sédentarisation qui a fait qu'on s'est sédentarisé, parce qu'il y avait aussi un territoire de l'économie. C'est ce que disait effectivement monsieur le maire de Gennevilliers, c'est que les villes sont là où il y a de l'activité économique. Donc si on se dit on veut effectivement remobiliser, par exemple, pour éviter de trop construire, remobiliser une partie des 3 millions de logements vides en France, ça ne peut pas se faire comme ça sur une idée relativement naïve de les logements sont vides, je vais les remplir. Ça, forcément, se pose la question du territoire de l'économie qu'on veut. Et aujourd'hui, on sait que dans l'actualité, cette question-là est on ne peut plus prégnante. L'actualité, évidemment, énergétique et géopolitique, mais aussi l'actualité qui est une actualité écologique. Et donc cette question de la reconquête des territoires passe par là. Mais la question du territoire de logement ne pourra pas se passer d'une réponse à la question quelle économie voulons-nous ? Parce qu'effectivement, cette idée des petites villes, des petits cœurs de ville réanimés, etc., le risque, c'est d'y voir une douce idée d'un retour à une France des années 50-60, qui est effectivement celle d'une France qui n'a pas délocalisé son industrie, qui n'a pas délocalisé son activité économique, qui n'importe pas massivement des denrées alimentaires, etc. Et donc cette question-là,
bon, elle intéresse les architectes, même si ce n'est pas le métier des architectes au premier chef, mais néanmoins, elle a une incidence directe sur la façon dont va se construire l'espace régional, l'espace urbain, y compris même à un moment donné celui de l'édifice, puisque les choses s'emboîtent relativement assez bien. Après, sur la question de la mixité sociale, parce que quand on parle de mixité sociale, je ne sais pas pourquoi en France, effectivement, on parle tout de suite de logement social. Je me suis dit, tiens, je vais intervenir ici. Effectivement, c'est forcément SRU, c'est loi Besson, c'est la LOV, etc. Et en fait, en regardant déjà le logement social, c'est 16%, me semble-t-il, du parc de logements en France. Donc il me semble que c'est pas énorme. Et puis que quand on regarde la question du taux de pauvreté, ça qui est un vrai sujet intéressant, parce que le taux de pauvreté dans le logement social, c'est à peu près, mais vous me corrigerez évidemment, 33-34%, et qu'on a à peu près le même, un petit peu en dessous dans le parc privé. Et donc la question de la mixité sociale se pose à la fois au niveau du parc public ou semi-public et à la fois au niveau du parc privé. Alors évidemment, la mixité sociale, et là j'ai envie de discuter avec Olivier Klein, elle est très visible au niveau de la question du logement social et de l'aménagement du territoire, y compris celui, au premier chef, des villes qui possèdent beaucoup de logements sociaux. Et là, on s'aperçoit que la question de la population est envisagée très différemment. C'est-à-dire que la mixité, souvent au regard du logement social, c'est une mixité qui est imposée. Alors que les politiques, finalement, parlent peu de mixité ou de régulation ou d'amélioration de la mixité au niveau du parc privé. Et je rejoins sur la question de l'architecture, évidemment, c'est que dans cette politique de transformation des villes ou d'amélioration de la mixité, et on voit qu'effectivement les chiffres récents montrent qu'il y a une amélioration de la mixité en France depuis à peu près 1990, et que la SRU n'a été que dans la continuité de cette amélioration, même si la pauvreté effectivement reste relativement assez importante. Eh bien l'architecture, et François le disait aussi, François Leclerc le disait avant, c'est que quelque part l'architecture, elle est mobilisée parfois au service d'une stigmatisation d'une tranche de population. Et là, c'est là que ça intéresse les architectes, c'est que quand François disait, et je pense qu'on a besoin d'un éclairage aujourd'hui, et les politiques ont besoin d'un éclairage là-dessus, c'est que le discours doctrinal des architectes, des urbanistes sur la question de l'urbanisme du XXe siècle a aussi éclairé et a dirigé le discours politique de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à partir des années 65-68 se pose la question évidemment des grands ensembles de toutes les politiques d'aménagement du territoire dans le champ doctrinal des architectes et des urbanistes. Et ça va avoir une influence directe sur effectivement toutes les politiques de transformation de l'espace urbain, y compris celles qui sont aujourd'hui menées par l'ANRU, où l'idée, c'est que finalement, pour faire une bonne ville, entre guillemets, il faudrait retourner à une ville qui soit une ville relativement traditionnelle ou qui, du moins, en prenne certains éléments. Et donc, on voit, mais Madame la maire de Vaux-en-Velin l'a bien rappelé, c'est qu'un modèle va en remplacer un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça rentre dans le discours contemporain des architectes, dans le sens où aujourd'hui, les architectes ont envie de faire différemment. Ils ont envie de faire avec une forme de déjà-là, et je vais expliquer. Le déjà-là, ça va être évidemment un déjà-là écologique. De dire qu'un bâtiment, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de raser un bâtiment, quel qu'il soit, parce que c'est une forme d'énergie, d'une dépense publique qui a été faite à un moment donné, qui est emmagasinée. Donc les architectes le perçoivent plutôt aujourd'hui comme un peu une forme de trésor. On va dire ça comme ça. Après, il y a la question du patrimoine qui va se poser de cette architecture. Parfois, des architectures des grands ensembles, puisqu'on parle souvent de celles-ci, sont des architectures qui sont remarquables. Et puis, enfin, il y a la question aussi des habitants. Et on voit là que souvent, ces politiques de mixité sociale sont aussi des politiques de violence. C'est-à-dire que c'est une politique qui est imposée. Ce n'est pas forcément une politique qui est choisie. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas la faire. Mais en revanche, ça veut dire qu'il faut réembarquer l'existant. Il faut réembarquer l'existant des habitants. Et au premier chef, aujourd'hui, et mon confrère Vincent Lavergne le rappelait, les architectes sont des architectes qui ont envie d'être de terrain, qui ont envie d'être aux côtés des élus et aux côtés des habitants pour accompagner
l'ensemble de l'écosystème, dans la transformation du territoire. Et puis, évidemment, ils sont là en faisant, avec déjà des bâtiments, en les remettant dans un nouveau cycle de vie. Et puis après, je complète, parce que je n'ai pas fini sur la question du privé, parce que c'est une question d'aménagement du territoire aujourd'hui qui est soulevée par le ZAN, c'est que finalement, cet habitat populaire, alors il y a l'habitat populaire dégradé, mais on a pas mal parlé de pavillonnaire. Et le pavillonnaire, effectivement, par rapport à la qualité qu'il embarque, son jardin, son grenier, sa cave, tout un tas de vocabulaire architectural qui a totalement disparu des espaces collectifs, des immeubles collectifs, ou en tout cas trop souvent disparu, eh bien il a un rapport qualité-prix, mais totalement imbattable en fait. Et donc ce sujet-là, c'est ok, très bien, remettons plus de mixité, remettons de la densité, mais qu'est-ce qu'on fait de la valeur en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la valeur embarquée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que les populations les plus défavorisées, quand elles sont mobiles dans le parc privé, elles vont s'éloigner des centres-villes, parce que on est dans le territoire de l'hypo-valeur, on est dans une valeur qui est extrêmement faible. Donc si on veut changer ça, ça veut dire qu'il va falloir compenser, avoir des dispositifs politiques, enfin publics, qui vont accompagner cette montée en valeur du tissu urbain, pour répondre justement à ce besoin, parce que force est de constater que les habitants ne vont pas forcément avoir beaucoup plus de moyens. Donc moi, c'est un peu ce que moi j'appelle, mais aussi les architectes appellent, finalement, on a besoin d'avoir un aménagement du territoire qui soit isotropique, parce que c'est un aménagement qui est républicain. Et donc la question de déplacer les gens forcément pour dire, voilà, c'est plus sympa parce que on est tous ensemble, c'est pas forcément la bonne réponse, mais en revanche, amener l'ensemble des aménités, amener l'ensemble de la mobilité, finalement, peut-être qu'une mobilité dynamique permettrait de compenser un défaut de mixité statique. Merci. Merci. Alors, Olivier, vous voulez réagir? J'ai vu, et puis après, moi, je relancerai. Non, juste un mot par rapport à ce qui a été dit. D'abord, dans ma vision du parcours résidentiel, je ne qualifie pas ce que serait un parcours résidentiel réussi. J'ai pas une vision qui dit qu'à la fin il faut acheter le petit pavillon de banlieue, pas du tout. Enfin, moi mes parents ont commencé leur parcours résidentiel en achetant aux Chênes Pointus, donc je sais à quel point on ne peut pas commencer par la fin. Et aujourd'hui, ma mère est toujours locataire du logement social parce qu'ils ont été comme d'autres ruinés par le Chênes Pointus et qu'ils n'arrivaient plus à payer le crédit à la banque et les charges de copropriété. Donc j'ai aucun doute. Ce que je dis, c'est que chacun doit pouvoir trouver sa place et son logement. Et le logement social doit être aussi un parcours résidentiel réussi. Et puis juste, parce que la réalité aussi, alors c'est un tropisme clichois, mais quand même, et j'ai parlé du Chênes Pointus, aujourd'hui la réalité des plus fragiles dans une ville comme la mienne, c'est pas dans le logement social. Les plus fragiles des plus fragiles sont dans des copropriétés et commencent à être dans le pavillonnaire. Parce que les marchands de sommeil qu'on a chassés des copropriétés, parce que les pfiffelas qu'on achète, etc., eux, ils n'ont pas renoncé à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, ils achètent des pavillons, permis de louer, permis de diviser, vous imaginez bien qu'ils s'assoient dessus très très vite, ils essayent même pas de deviner que ça existe, et ils divisent les pavillons, plus un certain nombre de personnes, parfois de bonne foi, qui deviennent marchands de sommeil sans le savoir, parce que vieillir dans la ville légère, enfin ce que Fingeppel appelle la ville légère, une zone pavillonnaire, c'est pas facile non plus. C'est aussi des passoires thermiques. À un moment, on a du mal à entretenir, donc on commence à louer une chambre, un appentis, un machin, etc. Donc la réalité de l'extrême fragilité, de la pauvreté, elle n'est pas seulement, en tout cas dans une ville comme la mienne, dans le logement social. Et ceux qui habitent dans les copropriétés dégradées sont des exclus du logement social, des trop pauvres pour y aller. Donc c'est en cela qu'il faut construire pour tous et avoir cette diversité de l'offre, notamment dans le logement social, et cette pluralité de l'offre. Il n'y a que le logement social qui est capable de l'offrir, mais certains de nos collègues savent parfois bien utiliser les types de financement du logement social pour faire leur propre politique de peuplement et éviter ceux qui ne veulent pas avoir. Alors, donc, construire pour qui, vous dites pour tout le monde. Construire où, vous dites partout. Le seul problème, c'est que construire, ça coûte cher.
surtout si on veut construire du logement social, quoi, ça coûte cher à la puissance publique, parce que sinon, pour le reste, et pour certains publics, le prix, c'est pas un problème. Le marché fonctionne parfaitement pour l'ajustement entre l'offre et la demande, mais pour une partie limitée du public et une partie qui est de plus en plus limitée. Alors notamment dans les métropoles, mais pas seulement. Hein. Si vous regardez la situation des espaces littoraux, d'un certain nombre d'espaces frontaliers, c'est pas si différent de ce point de vue-là du désajustement entre l'offre et la demande. Et donc, je voudrais revenir là encore une fois à la question de la table ronde, construire. Pour qui, mais peut-être le prendre sous un autre angle. Quels sont, si on se dit, bon, le marché, il y a toute une série de publics, le marché fonctionne. Le marché, et en tout cas, la promotion privée répond à la demande pour partie de ce public. Il y a toute une partie de la population française pour qui ça ne fonctionne pas. Et je voulais savoir s'il y avait, de votre point de vue, certains publics pour lesquels, aujourd'hui, il y avait des enjeux particulièrement prégnant, et donc là je vous incite à ne pas me répondre, bah si, il y a plein de tous les publics. Est-ce qu'il y a, je sais pas, les étudiants, pourquoi je dis ça? Moi j'ai une sensibilité particulière pour les étudiants, pas professionnels, mais c'est peut-être pas ça. Quels sont aujourd'hui les publics qui vous apparaissent justifier un investissement public particulièrement fort? Encore une fois, on est juste dans quelques minutes, il y a des candidats qui viennent présenter leur programme. De votre point de vue, est-ce qu'il y a certains publics qui mériteraient, dans le cadre du logement social, je sais que le logement social est universaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques publics qui aujourd'hui mériteraient une attention toute particulière en 2022? Alors je ne sais pas qui veut se lancer. Patrice. C'est une question perverse. Non, elle est perverse parce qu'elle continue de traiter le logement social dans le cadre de la gestion de la pénurie et donc d'un système de priorité qui vise à la paupérisation des logements. Donc c'est en cela que c'est pervers. C'est pour ça qu'on peut répondre que pourtant, parce que sinon, à quelle difficulté on rencontre? Femme battue. On est incapable de proposer à une femme battue un logement social. On leur propose des foyers d'urgence. Et encore, il n'y a même plus de place en foyer d'urgence. Mais une femme battue, elle a droit à un logement social, pas un foyer d'urgence. Les gens qui se séparent, le nombre de couples dans ma ville qui sont obligés de se supporter avec des hommes ou des femmes qui vivent dans des bagnoles parce que sinon ils se tapent dessus, alors que leur séparation, ça fait 1 an ou 2 qu'ils l'ont. C'est public. Les enfants, on dit, ils s'occupent mal de leurs gosses, ils sont 4 ou 5 dans leur propre chambre pour étudier, etc. Donc ça, c'est des publics, je dirais, d'ailleurs, au-delà même des revenus. Moi, j'ai des cas de gens qui me disent, il y a trop de nous, on a 66% de logements sociaux à Gennevilliers. Donc je m'excuse, on est toujours 4 points en dessous de la demande, puisque effectivement, c'est 70% des gens qui sont éligibles au logement social. Mais j'ai des personnes qui me disent il y a trop de logements sociaux, mais qui viennent me voir ensuite en pleurant parce qu'ils veulent que leur fils ou leur gamin, qui va se marier la semaine prochaine, va avoir un logement. C'est 6 ans d'attente aujourd'hui à Gennevilliers pour avoir un logement social. C'est 11 ans d'attente dans la métropole de Grand Paris pour avoir un logement social. Donc traiter en priorité, ça ne veut rien dire. Plus personne n'est prioritaire. Plus personne. Vous êtes une femme battue, vous n'êtes pas plus prioritaire que la personne handicapée qui n'a pas d'ascenseur. J'ai des personnes, moi, qui ont un fauteuil roulant et il y a un demi-étage à descendre avant de trouver l'ascenseur. Comment ils font ? Donc c'est pour ça que cette question est pas juste. Et c'est pour ça qu'il faut... Enfin, elle n'est pas juste parce que le système actuel, on est dedans. C'est-à-dire que le logement social, on traite des priorités. Mais la priorité, c'est de répondre aux besoins des gens normaux. C'est 70% de la population française qui est éligible au logement social et qui doit trouver un logement. Et donc, il faut construire ces logements sociaux. Ça me semble indispensable. Et en plus, c'est un moyen... Si à Gennevilliers, on ne fait pas de gentrification, c'est parce qu'on a 66% de logements sociaux. Il n'y a pas de gens qui remplacent d'autres, parce contrairement à ce qu'on nous a demandé à l'ANRU, on n'a pas détruit des bâtiments pour les remplacer par des copropriétés. On a gardé nos logements sociaux dans le quartier des Agnettes. On détruit très très peu, juste pour de la reconfiguration urbaine. Et on rajoute, par contre, on construit de l'accession à la propriété pour travailler de la diversification sociale dans le quartier que l'on construit, mais sans remplacer ce qui existait en termes de logements sociaux. Et cette lutte contre la gentrification ne peut se faire que par le logement social. Jean-Luc Guido, vous vouliez réagir sur cette question? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup à dire sur le sujet. D'abord, on parle priorité.
pourquoi on se pose tant la question de la priorité? C'est parce que l'offre est insuffisante. Si, vous savez, il y a des territoires où la question se pose peu en France. Et puis il y a des territoires, et il y en a de plus en plus, et c'est bien là le problème, où la question se pose. Et le problème, alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on empile les priorités. Vous savez qu'il y a 14 catégories de publics prioritaires en Île-de-France, en France, et je crois que la loi 3DS vient d'en rajouter encore 2. Bon, donc on va être à 16. Et puis, il y a 800 000, 700 000 demandeurs en Île-de-France, et on construit 30 000 logements sociaux par an quand tout va bien. Le problème de fond, il est là, c'est qu'on a une offre de logements en stock et en flux qui est de plus en plus décalée par rapport aux besoins, et que comme on n'arrive pas à traiter, eh bien, on crée des priorités. Alors après, oui, des priorités, moi je peux vous en citer plein. Alors, je vais d'abord rappeler qu'il y a une loi qui définit des publics prioritaires, que les bailleurs sociaux sont tenus de loger ces publics, que le préfet leur demande chaque année s'ils logent bien ces publics en priorité par rapport à d'autres. Ok, donc déjà c'est ça les publics prioritaires. On va dire c'est ceux qui sont définis par l'État. Et puis il y en a d'autres, on a parlé des travailleurs essentiels, on parle des jeunes qui n'arrivent pas à se loger, bref, on pourrait en citer plein. Mais le véritable problème, c'est qu'en France, on a 70% des personnes qui ont des ressources qui sont compatibles avec celles du logement social, que le logement social n'est pas présent en nombre suffisant, que le logement privé, qui est aussi une solution, parce que les bailleurs sociaux ne se placent pas en opposition par rapport au secteur privé, eh bien il y a des secteurs où il est complètement décalé en termes de loyer, ce qui veut dire que les publics du logement social ne peuvent plus aller dans le secteur privé. Moi, je vois aujourd'hui, on nous dit il faut que les ménages qui sont au-dessus des plafonds de ressources, qui sont rentrés dans le logement social avec les plafonds de ressources suffisants et qui les dépassent maintenant, il faudrait presque qu'on les expulse. Mais on les met où? Moi, je demande auprès de la préfecture de police un arrêté d'expulsion. On les met où, ces ménages? Ils sont dans un logement qui leur coûte 10 € du mètre carré, voire moins. Et puis, l'offre, elle commence à 16, 17, 18 €, 20. On fait quoi concrètement? L'offre intermédiaire n'existe pas, elle commence à être recréée par les bailleurs sociaux. À une condition, il ne faut pas qu'elle soit recréée au détriment du logement social, il faut qu'elle soit traitée et développée en complément du logement social. Le problème de fond, c'est le décalage considérable entre l'offre de logement et la demande de logement, qui nous amène à inventer des priorités toutes plus sophistiquées les unes que les autres pour essayer de gérer le moins mal possible, et je dis bien le moins mal possible, une situation qui est de plus en plus explosive. Un peu comme Patrice, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. D'un point de vue humain, si je devais donner une réponse d'urgence dans une ville comme la mienne et d'expérience, ce qui est insupportable, notamment au-delà de ceux qui sont dans les copros victimes de marchands de sommeil, c'est ces familles qui n'arrivent pas à décohabiter. Ce qui vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de construire pour remettre en route, alors on va pas dire le parcours résidentiel, mais un chemin vers le logement. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai des appartements où j'ai 3 générations. Les parents, les grands-parents et les enfants, et qui ou 4 générations parfois, ouais. C'est rare, et qui cohabitent avec des enfants, enfin, et ça c'est pas possible. Et effectivement, c'est une urgence absolue de remettre du mouvement pour que, on soit juste dans l'acceptable. Et comme d'autres, tout président d'ANRU que je suis, je me suis battu avec la préfecture qui voulait pas que je construise sur le plateau de Clichy-Montfermeil parce que j'avais officiellement atteint mon nombre de logements sociaux maximum pour construire avec Adoma une résidence sociale qui à un moment va permettre de remettre un peu de mouvement, notamment pour des jeunes dans des meublés. C'est pas idéal, mais au moins au moment de la livraison ça sera neuf et ça nous permettra d'accélérer, j'espère un peu le relogement du Chêne Pointu et de mettre en route quelques décohabitations pour des gens qui ont de faibles ressources. Merci. Alors, peut-être déjà à ce stade, mais je vous interpelle juste après, à ce stade, j'entends vos réponses. Il faut construire plus, il faut construire massivement du logement social. En même temps, c'est quelque chose qu'on entend depuis 5, 10, 15 ans.
20 ans. Et on voit en tout cas là depuis une petite dizaine d'années qu'on a quand même énormément de mal à relancer cette production de logement social et que on connaît les verrous, hein, ils sont multiples. Question comment on s'en sort, bon bah ça c'est la question de la prochaine table ronde peut-être, hein, l'interpellation de voir. Bon, je suis pas certain en ayant lu les éléments de programme qu'on aura énormément de réponses, mais qui sait. Ouais, je voudrais quand même revenir sur cette question où je me suis fait renvoyer dans les cordes, construire pour qui, mais alors je me dis peut-être que le regard de l'architecte qui peut être autre, et peut-être cette question construire pour qui, alors peut-être que vous allez aussi me renvoyer dans les cordes, n'hésitez pas, hein, j'aime bien, et je vais reformuler la question. Est-ce que d'un point de vue architectural, cette question, elle peut trouver une autre réponse? Est-ce que finalement, il faut qu'on construise différemment pour ces différents publics? Est-ce que, puisqu'on parlait des grands ensembles tout à l'heure, où il y avait quand même cette idée que le besoin de logement était le même pour tous et qu'il y avait des sortes de logements standards, est-ce que c'est quelque chose dans lequel on peut continuer, ou est-ce que vous avez aujourd'hui, vous les architectes, je suis désolé de dire comme ça, peut-être dans la salle, il y a aujourd'hui des manières de répondre à la question, des manières de penser les besoins qui nous aident peut-être à avancer dans la réflexion sur construire quoi et pour qui? On en a un peu parlé aux tables rondes précédentes. Hein. Effectivement, c'est un sujet qui anime la profession, entre la question d'une standardisation pour réduire le coût sur le process. Mais ça, on sait que c'est finalement, on réduit très très peu le coût, c'est 3-4% sur le coût de process quand on arrive à standardiser. Et puis, un peu, j'allais dire, à l'opposé, l'habitat participatif qui, lui, sera beaucoup plus customisé et a proposé une réponse qui est beaucoup plus précisée par rapport à la demande. Moi, je crois que derrière ça, aujourd'hui, encore une fois, c'est ne plus appliquer un modèle, ça c'est certain. Il y a vraiment une envie de répondre sur quelque chose qui va accompagner les besoins de l'ensemble des citoyens. Et derrière ça, c'est pas la question du projet qui est parachuté, qu'il soit dans un cas, dire c'est standardisé, c'est une barre. Bon, mais c'est un modèle. Qui soit l'autre modèle de l'architecte qui dit non, mais attendez, moi je fais des logements tous différents. Il y en a qui l'ont fait. On parlait de copropriété dans le 93, etc., où il y a des grands noms de l'architecture qui sont intervenus, qui ont fait des bâtiments extraordinaires, tous entièrement différents, avec des spatialités incroyables. Mais néanmoins, ça reste aussi des modèles qui, j'allais dire, ont pensé l'autre, mais sans penser avec l'autre. Et aujourd'hui, la question se pose vraiment sur la question des besoins. Et d'ailleurs, à ce titre-là, nous, on va lancer une grande enquête à la rentrée en automne en Ile-de-France sur les attentes des Franciliens en termes de logement. Ça, c'est un sujet en ce moment qui anime le CROAIF. Et puis après, moi, je répondrai quand même à la question construire pour qui, parce que la question du choc de l'offre, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est pas la question que notre président actuel et l'ancien ministre M. Normandie, c'est une question qui a toujours animé les politiques publiques de la construction, mais on voit que la question de l'offre, c'est pas comme c'est chez le marchand et l'épicier du quartier. C'est pas parce qu'il y a plus que c'est moins cher. Ça marche pas tout à fait dans le logement. Aujourd'hui, il y a tous les systèmes de taux d'effort qui font que de toute façon, les gens vont payer cher pour un iPhone. Et donc, le logement, aujourd'hui, ça coûte cher. Il faudrait en mettre tellement sur le marché pour faire baisser le prix, que c'est impossible. L'appareil productif, il n'est pas disponible. De toute façon, si demain vous alignez les crédits pour construire 500 000 logements sociaux dans l'année, il n'y a pas l'appareil productif. Il n'est pas là, il n'y a pas le foncier. C'est pas disponible. Donc les choses, elles se font autrement. En revanche, moi, ce que je vois, c'est 54% qui traînent, 16% de logements sociaux, 70% de logements éligibles. Et donc là, il y a une question par rapport au privé et le rôle du privé. Moi, je rappellerai quand même que le droit à construire, c'est un droit public qui est donné à quelqu'un. Et donc ce droit, il peut être grévé aussi de certaines choses qui font qu'on va plafonner les loyers, et ça c'est d'intérêt public. C'est d'intérêt public parce que finalement dans le logement, il y a la question des externalités négatives. Ça veut dire quoi aujourd'hui avoir 2 boulots pour payer son loyer? Ça veut dire quoi d'habiter loin, payer du gasoil hyper cher pour essayer de payer son loyer? Ça veut dire quoi d'essayer de mettre ses enfants justement dans une meilleure école vachement loin parce que la bonne école, à côté, en fait, elle n'est pas là. Parce qu'il y a un problème aussi d'investissement sur la question de l'éducation nationale. Donc tout ça, ce sont des vrais sujets d'aménagement du territoire.
Et je pense que c'est un sujet qui est transversal. C'est très bien que le logement social s'en mêle, et heureusement, mais sauf que si on veut passer d'une part de logements sociaux de 16% à, mettons, 50-60%, demain, c'est pas là, sauf à faire de la réquisition dans les espaces privés. Et ça, c'est un vrai sujet. En revanche, ça va être un sujet, moi je reviens sur la question de l'aménagement du territoire, qui va être un sujet de long terme, parce qu'il va falloir se réorganiser avec la... Et puis après, on n'a pas parlé, mais il y a quand même la question de la démographie, qui est quand même quelque chose qui me semble assez important. Donc c'est d'accompagner aussi cette démographie, qui sont des courbes démographiques qui sont variables en fonction des régions. On voit aujourd'hui qu'il y a des taux de vacances qui sont marqués sur des territoires, on voit qu'il y a des territoires aussi qui sont sous forte pression, notamment le nôtre. Et donc ce sont forcément des politiques qui sont différenciées. Merci. Dans les réponses, même si vous avez tous insisté ou essayé un peu de territorialiser vos réponses à minima, moi, on réfléchit, on pense, bon, on est à Paris, on réfléchit et on pense souvent, quand on parle de construction, dans une perspective qui reste malgré tout une perspective territoire tendu. Hein, là où il y a de la... c'est quand même, et puisque, encore une fois, on se situe là dans une perspective d'une élection nationale, ces territoires tendus, qui soient, encore une fois, les espaces métropolitains, mais pas que, bien d'autres espaces, ne représentent qu'une partie, mais une petite partie en réalité, de la géographie et du territoire français, et qu'on a quand même une part importante du territoire français qui est marquée par des très faibles densités, une déprise, et ça renvoie pas qu'à des territoires ruraux, on a quand même un nombre croissant de villes qui correspondent à... Alors, je sais que partout dans le monde, on dit des villes en déclin ou des villes décroissantes. En France, on n'arrive pas à prononcer le mot, donc on va faire on fait des circonvolutions pour pas les nommer, mais c'est un phénomène massif à l'échelle européenne et nord-américaine de déclin urbain, dans lequel, là, la question n'est plus a priori celle d'un désajustement quantitatif entre l'offre et la demande. Il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres, les gens s'en vont, vieillissent, etc. Et j'ai envie, là peut-être, d'adapter un peu la question, non pas pour construire pour qui, mais est-ce que dans ces territoires-là, est-ce qu'on arrête de construire en se disant que finalement, voilà, les besoins sont tellement massifs ailleurs et les ressources publiques pour construire notamment du logement social ne sont pas suffisantes, donc on priorise. Et donc on met le paquet sur les territoires où il y a le plus de besoins. Ou est-ce qu'il y a encore des enjeux de construction là-bas? Et si oui, de construction de quoi et pour qui? Pour connaître un peu la Nièvre, qui se désertifie avec des villes où c'est tout juste si on ne vous donne pas de l'argent en même temps que le logement. Moi, je crois pas qu'il y ait besoin de construire déjà dans cet endroit-là. Il y a sûrement besoin de réhabiliter. Et après, moi, c'est le bon côté de toute la réflexion de société qu'on doit avoir, non pas sur le logement en premier, c'est sur cette question de décroissance et de modification de la production agricole. C'est-à-dire que ce sont des lieux où de la réindustrialisation, relocalisation d'industrie aussi, et de différentes productions. Mais si on arrêtait avec l'agriculture productiviste, si on revenait à une agriculture plus respectueuse du sol, qui a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, on aurait des campagnes réhabitées, on aurait des villes moyennes réhabitées, et à mon avis, je retire le si, parce que ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est incontournable si on veut assurer un avenir pour nos petits-enfants et un avenir pour l'espèce humaine et répondre aux enjeux climatiques. Donc c'est même plus la question du logement, de ces logements dans ces zones-là, se réglera par la réponse aux enjeux climatiques actuels. Et d'une vraie rupture écologique. C'est-à-dire qu'il faut affronter cette rupture écologique, notamment dans le domaine agricole, ce qui n'est pas si simple que ça, mais en tout cas, il faudra aider ce monde agricole à faire cette rupture, qui recolonisera d'ailleurs nos campagnes et qui redonnera une vie et du travail à plus de monde. Merci. Alors j'ai vu que tu as le micro, j'imagine que vous avez des choses à dire aussi. Dans les villes moins tendues ou détendues, qui ne sont pas toujours des villes en déclin.
parce qu'on a aussi ces phénomènes-là à l'ANRU. On a vu, je ne citerai pas, mais je peux citer des villes qui ne sont pas en déclin, qui ont y compris de belles des villes universitaires, enfin, où la situation se pose différemment. Et effectivement, il y a de la vacance. Mais alors, il ne faut pas construire pour construire. Mais néanmoins, c'est aussi un moment pour profiter, soit de réhabiliter, soit de refaire du logement social, parce qu'il peut y avoir de la vacance, mais c'est pas pour ça que l'accès au logement pour ceux qui en ont besoin est possible. C'est le paradoxe d'un certain nombre de ces territoires, hein, c'est qu'il peut y avoir de la vacance et en même temps dans le logement social les phénomènes qu'on a décrits, parce que les logements vacants ne sont pas accessibles ou sont peu attractifs. Donc, en tout cas pour ce qu'essaye de faire l'ANRU dans ces quartiers-là, ou dans ces villes-là, parce que ça peut être une ville, et là aussi ça peut être aussi des villes dans lesquelles il y a d'autres opérations, cœur de ville, etc. Et bien c'est de ne pas renoncer à faire. C'est de faire autrement, et notamment mettre l'accent sur la réhabilitation, notamment la réhabilitation thermique, qui est quand même un enjeu majeur des années qui viennent. Nous on estime, et c'est pas suffisant, mais à la fin du nouveau programme de renouvellement urbain, que, en gros, chaque année, les efforts de réhabilitation et de construction neuve feront que les habitants de ces quartiers-là dépenseront 150 millions d'euros en moins par an de factures de chauffage, post-reconstruction, réhabilitation, etc. Et c'est vraiment extrêmement important pour l'avenir de notre pays et l'écologie et toute notre volonté de réduire notre empreinte carbone. Oui. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces territoires ont besoin d'une politique du logement. Parce que si on disait de façon un peu simpliste, mais c'est pas ce que vous avez dit, on arrête de construire, ça peut d'une certaine façon admettre le déclin réel ou supposé de ces territoires, alors que ces territoires, d'abord, ont pour un certain nombre, pour beaucoup même, je pense, un avenir. Et puis mérite une requalification. Regardez chaque année le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui met en évidence le mal-logement, qui n'existe pas que dans les métropoles, mais qui existe aussi en secteur rural, sur des territoires dits détendus. Parce que les gens trouvent des logements de mauvaise qualité, trouvent des passoires thermiques, trouvent des logements qu'il faut requalifier. Donc il doit y avoir sur ces territoires une politique du logement qui soit une politique différente, qui sans doute donne plus de place à l'existant. Moi j'observe quand on se promène dans un certain nombre de petites villes ou de villages, même en France, le travail remarquable des organismes HLM pour requalifier 3 logements dans le centre-ville, etc., etc. C'est des opérations qui coûtent cher, mais qui permettent de redonner un véritable cachet à ces villes, à ces territoires, et de les rendre attractives. Donc je crois qu'il faut avoir une politique qui soit différente, qui soit adaptée. Il faut sûrement se poser la question de savoir ce qu'on fait de logements qui ont été construits quand ces territoires étaient des territoires industriels et qu'il faut sans doute peut-être démolir, à condition d'avoir les moyens de le faire pour réaménager. Et puis en faire, dernier point, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut anticiper. Et là, on a besoin d'avoir de la part des candidats et candidates à la présidentielle une vision un peu prospective, parce qu'on construit pour plusieurs dizaines d'années. Quels sont les souhaits d'aménagement d'un certain nombre de ces territoires? Et l'aménagement du territoire, c'est pas que la politique du logement. La politique du logement, elle accompagne l'aménagement, mais l'aménagement, c'est la question du transport, la question de l'emploi, la question de l'industrialisation, la question du type d'agriculture, la question de la santé, etc., etc. Et là-dessus, les bailleurs, et notamment les bailleurs sociaux, mais pas eux seulement, pourront ensuite apporter des solutions en termes de différenciation sur le plan qualitatif de ce qui est fait. Mais en tout cas, c'est des territoires qui méritent notre intérêt. Oui, je voulais juste compléter, parce qu'il y a un grand dogme comme ça dans la modernité. On dit la forme suit la fonction. C'était un architecte américain, Louis Sullivan, qui a écrit ça comme ça à la fin du 19e. C'était celui qui a formé Wright. Mais justement, on a passé ça maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon de faire les choses, peut-être que ça va être l'inverse. C'est-à-dire que finalement, c'est la fonction qui va suivre la forme. Ça veut dire qu'on doit regarder ce qu'on a
On doit regarder ce qu'on a en patrimoine, on doit regarder nos territoires, on doit regarder nos villes, et c'est à partir de là que peut-être qu'on peut réussir à reconstruire quelque chose. Sur la question de la réhabilitation, évidemment que ça paraît sur le papier quelque chose d'extrêmement intéressant, et notamment d'arriver à reconfigurer ces petits et ces moyens pôles urbains. Néanmoins, il ne faut pas que la population en soit captive. On sait aujourd'hui que la question de l'emploi et des bassins d'emploi, ce sont des choses qui sont extrêmement mobiles. On travaille souvent à deux quand on est en couple. Parfois, il y en a un qui va être muté ailleurs. Et cette question de la sédentarité, elle doit être, à mon avis, accompagnée d'une politique de déplacement en commun, de transport en commun, qui vient justement compenser l'urbanisme, j'allais dire, qui est plus en répartition sur l'ensemble du territoire. Et donc l'aménagement du territoire, c'est de l'espace, mais en fait, au premier chef, c'est du temps. Et c'est la question de l'accès au temps entre le logement et le travail, et le logement aussi et l'école, puisqu'on sait très bien que l'école est avec un point extrêmement important, mais c'est cette question de la temporalité. Et on voit bien depuis l'arrivée du TGV comment finalement les cartes isomorphiques de la France se sont totalement déformées et expliquent pour grande partie ce qu'on connaît aujourd'hui avec des territoires qui sont en hypertension et des territoires qui sont en hypotension. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste avant, parce qu'on ne voudrait pas empiéter sur les candidats quand même. On a le temps. J'ai le temps d'une dernière dernière question. Alors, oui, quoi ? Ah si, je compte donner la parole à la salle. Merci de me rappeler. Non, mais alors moi je voudrais. Mais j'ai une ultime. Il faut se méfier de ces mecs de Sciences Po. Ok, je vais donner la parole à la salle. J'avais une question, mais tu as lu particulièrement parce que je voulais poser une question qui renvoyait à l'incurie du politique et à l'incapacité de faire une réforme institutionnelle, et que les maires qui gueulent toujours et qui en même temps veulent garder leur précaré, tout leur pouvoir sur leur espace municipal. Donc je vais donner la parole. Non, en plus je l'avais pas écrit. Donc oui, mais merci de me rappeler qu'il y a une dimension quand même participative qui s'impose en matière de logement comme dans d'autres domaines. Et donc je me tourne vers la salle, savoir s'il y avait des interventions ou des questions sur les différents points qui ont pu être abordés. Et donc on fait passer un micro. Oui, on en a plein. On a trop de micros. On a plein de micros. Plein de micros. Il ne plaît pas mon micro. Non, en fait, Renaud, on a envie que tu continues à faire le débat tout seul, parce que visiblement, personne ne veut poser de questions. Donc c'est... Non, alors, bon, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une, parce que je vous ai entendu tous dire il faut construire plus, autrement, etc. Maintenant, je voudrais venir quand même aux verrous, parce que les verrous pour la construction notamment de logements sociaux, c'est pas que l'argent, c'est pas que le foncier, c'est aussi massivement un verrou politique de la part d'élus locaux, et en particulier de maires, qui veulent pas construire du logement social, ou qui veulent bien construire du logement social, mais qui a la seule et unique condition, qui verrouillent et qui savent, c'est eux qui décident qui y mettent dedans. Et on le sait, plein d'études qui nous montrent à quel point aujourd'hui, le principe du logement social, c'est le principe de la préférence communale. Donc, je me retourne vers tout ce comment on sort de ça, et comment on sort de ça, et parce que par ailleurs, moi j'entends, y compris Patrice, puisque j'ai lu ton livre tout à l'heure, ton livre, tu célèbres aussi le rôle du maire. Or, tu vois bien autour de Gennevilliers, par exemple, si on célèbre les maires, si on donne tout le pouvoir aux maires, il n'y aura pas de logement social. C'est la beauté de la politique, il faut qu'il y ait du conflit politique. Non, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être pour la liberté à Gennevilliers de choisir de rester une ville populaire et lutter contre la liberté de Neuilly de rester une ville bourgeoise. Donc tout ça, ça reste après de conflits politiques à organiser à l'échelle de la société. Par contre, il y a quand même des mesures à prendre qui peuvent obliger les maires. Parce que contrairement à ce qui est dit, par exemple en métropole, il y a du foncier. Il y a, par exemple, les maires ont laissé construire plus de logements que ce que l'État demandait dans les métropoles du Grand Paris. On est au-dessus des objectifs assignés par l'État. Le problème, c'est que c'est des logements privés. Donc si dans le flux,
la loi imposait que, et on essaye avec mon collègue Patrick Jarry, qui est à la métropole, va s'occuper du PMHH, on essaye de ne pas trop brusquer nos maires de droite et donc d'essayer de trouver quelque chose de possible. Si dans le flux, on imposait par exemple qu'il y ait 30% de logements sociaux construits obligatoirement, déjà on améliorerait le niveau de logements sociaux en construction. Ça, c'est un des premiers éléments dans nos propositions. Un des deuxièmes, c'est aussi de faire en sorte que pour qu'il y ait du débat public et du conflit politique, c'est que soit publié dans chaque ville le nombre de logements construits et la répartition exacte des typologies de ces logements entre logements en accession à la propriété, en accession sociale à la propriété, en PLI, en PLUS et en PLS. De telle sorte que publiquement, chaque maire puisse être confronté à ce qu'il fait réellement dans sa ville. Parce qu'aujourd'hui, c'est secret. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir exactement ça demande. Et donc, on a demandé, ça fait partie dans des rencontres avec le ministère de la Ville, du logement, une des demandes que l'on a faites, c'est-à-dire qu'il y ait publication dans chaque année de ce qui est vraiment construit. Alors, ça impose pas, mais ça permet au moins le débat politique pour se parler et puis que les demandeurs de logement, parce que les maires qui refusent de construire du logement social commencent à rentrer aussi si moi j'ai des contradictions sur la liberté communale, ils commencent eux aussi à rentrer dans des contradictions parce que les emplois essentiels, ils en ont besoin. Leurs employés de mairie, ils ont besoin de les loger. Non, parce que l'idée que le logement social, c'est les cas sociaux, ça fonctionne idéologiquement, ça fonctionne pas dans la vie. Et donc, ils commencent à rentrer dans cette contradiction. Donc, il faut qu'on continue de porter le fer. Il faut vraiment mener Moi, je crois qu'on a perdu une bataille idéologique, qu'on est dans une phase qu'il faut reprendre l'offensive sur cette question du logement social, qui est le droit au logement pour toutes et tous dans la métropole. C'est d'autant plus important que dans un département des Hauts-de-Seine, l'étude du diocèse fait la démonstration qu'après avoir viré les couches populaires, c'est les couches moyennes qui sont virées des Hauts-de-Seine. Et ce que vous disiez est vrai, hein, c'est-à-dire que celles et ceux qui dépassent maintenant de 100 € qu'on doit virer du logement social, personne ne peut acheter, en dépassant le plafond de 100 €, personne ne peut acheter dans les Hauts-de-Seine un logement quand le coût, maintenant, on oscille entre 7 000 et 15 000 €. Santini était tout content d'avoir vendu 15 000 € le mètre carré ces derniers logements. Qui peut acheter à ce prix-là ? Qui peut acheter à ce prix-là ? 3 000 à Clichy. Voilà. Et aujourd'hui, à Gennevilliers, on en est à 4 002 €. On est les moins chers dans les Hauts-de-Seine avec Villeneuve-la-Garenne, qui doit être à 3 000. Et on est à 4 200 € le mètre carré. Donc, il n'y a que le logement social qui permet aux gens normaux d'habiter maintenant dans la métropole de Grand Paris. Donc, il faut pousser cette idée-là pour, y compris, faire reculer les maires. Parce qu'il n'y a pas que les maires. Hein, Philippe Laurent a raison quand il dit aussi que lui, quand il dépose un permis de construire, c'est l'égoïsme de sa population. Alors, c'est la faute de ces maires quand Pécresse nous dit pas plus de 30% de logements sociaux, moi j'ai plus de subventions parce que la région dit pas plus de 30% de logements sociaux et le département ne met plus de subventions parce que lui il dit pas plus de 50% de logements sociaux. Voilà. Mais c'est de leur faute parce qu'à force de dire que c'est des cas sociaux, les gens dans les logements sociaux, la population l'a cru. Ils le croient. C'est-à-dire que... Donc il faut arriver à retourner ça. Je crois qu'on a les moyens par la réalité à pouvoir le retourner. Merci. Alors Olivier, puis il y a un anonyme dans la salle là, qui a demandé la parole. Rapidement, moi je crois que c'est vraiment un énorme effort de continuer la pédagogie. Oui. Patrice a raison, le regard du logement social s'améliore globalement. Mais on a tellement agité ce chiffon rouge du logement social auprès de nos populations et donc c'est un travail commun, celui des élus locaux qui doivent dire le logement social c'est le logement du plus grand nombre. Il y avait une étude qui montrait que la moitié des médaillés olympiques français à Pékin habitaient dans le logement social. Mais c'est la réalité. Enfin, je suppose que nous tous de ce côté-là on a habité dans le logement social comme jeune prof. J'étais bien content d'arriver et de rentrer dans le logement social. Donc il y a ça. Il y a, et je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de tous les logements. Parce qu'il n'y a pas que des copropriétés très dégradées. Moi, aujourd'hui, à Clichy, sur mes 4000 demandeurs de logements sociaux, une partie importante habite en copropriété.
certains dans les plus dégradés, mais d'autres dans les copropriétés qui vont le moins mal. Et si on n'est pas capable très vite de redonner de la qualité aussi à ces petites copropriétés fragiles, aujourd'hui, leur code, très bien, c'est l'arme, alors j'ose pas parler d'arme en ce moment, mais en tout cas c'est le dispositif le plus puissant, mais aujourd'hui on n'arrive pas à sortir des plans de sauvegarde, et là aussi parce que malheureusement la région nous a abandonnés en race campagne et qu'il n'y a plus de possibilité de faire labelliser par la région des copropriétés fragiles, et donc le reste à charge pour lancer les réhabilitations sont intenables pour nos familles, et donc celles-là aussi, alors locataires parfois dans une copropriété ou même copropriétaires habitants, ils veulent partir parce que le moisit partout, parce que les ponts thermiques, etc. Donc c'est toute la politique du logement qui doit être accompagnée pour pouvoir, donner aux gens parfois de rester envie d'être là. Il y a des copropriétés dont on a réussi la réhabilitation et dont le nombre de demandeurs de logements sociaux à l'intérieur a chuté d'un seul coup. Donc c'est tout ce mécanisme de chemin résidentiel ou de chemin vers le logement qu'il faut remettre en place. Et puis oui, il faut arrêter. Enfin moi j'ai fait des débats avec des élus qui m'expliquaient qu'ils n'avaient pas de place pour construire du logement social. Dès qu'il y a une dent creuse, on voit, alors je ne vais pas citer de promoteurs parce qu'il y en a peut-être dans la salle, mais en tout cas on voit un panneau avec ici machin. Et oui, il faut imposer dans toutes ces dents creuses, partout, le respect de la loi SRU et les 30% de logements sociaux. Alors, dans la salle, Patrick Braouzek. Juste deux, trois remarques. La première, c'est il faut réhabiliter l'image du logement social. Enfin, ce que disait Olivier tout à l'heure en disant c'est pas dans le logement social aujourd'hui qu'on a les plus grosses difficultés, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Sauf qu'on porte collectivement une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a tellement stigmatisé ce logement social. Et y compris, on continue à utiliser un vocabulaire quand on dit il faut faire l'effort de construire des logements sociaux. Mais ce n'est pas un effort de construire du logement social. C'est une réponse à un besoin de nos populations. Enfin, on ne revient pas sur tous les chiffres qui ont été donnés. La deuxième remarque, c'est sur la question de quel est le bon périmètre d'intervention, quel est le bon territoire. Moi, je reste convaincu que si on reste au niveau de la commune, et je ne veux pas que les maires soient privés, enfin, qu'on leur enlève du pouvoir aux maires, mais c'est sans doute à l'échelle de l'intercommunalité qu'on pourra régler ces questions-là. Et quand je dis intercommunalité, ce n'est pas la métropole du Grand Paris, qui pour moi n'est pas une intercommunalité, que les choses soient claires. Mais l'exemple que j'ai vécu à pleine commune, avec 9 villes, avec 4 couleurs politiques différentes, communistes, socialistes, droite et vert, nous a amené quand même à construire un PLHI, un PLH intercommunal, où chacun était respecté, mais où on s'est donné des objectifs en termes de construction de logements sociaux qui étaient contestés par personne. Ce qui permettait à des villes, il y avait 2 villes qui ne voulaient plus de logements sociaux, ils nous le faisaient savoir, ils disaient OK pour les objectifs de 40%, parce que nous on était à 40% de l'objectif de logements sociaux, OK, mais vous ne nous l'imposez pas. On ne leur a pas imposé, mais ils étaient pris dans un cercle vertueux qui les amenait eux-mêmes à construire du logement social, y compris d'ailleurs, et c'est peut-être aussi un argument, c'est qu'ils disaient le maire pouvait dire à la population c'est pas nous, c'est l'agglo qui nous l'impose. Mais ça permettait de répondre à ces besoins et aux besoins que quelqu'un évoquait, je ne sais plus qui, c'est Patrick je crois, répondre à des besoins d'une population qui n'est pas une population en difficulté. C'est les salariés de nos villes, c'est les salariés de la fonction publique, c'est toutes ces personnes donc, qui ont montré pendant une certaine période qu'on avait vraiment besoin d'eux et qu'on a besoin d'eux aussi sur place le plus près possible de leur intervention. Mais ça nécessite qu'au niveau de la classe politique, on réhabilite le logement social. Moi, j'ai toujours en souvenir que excuse-moi Hélène, je ne sais pas si tu as été proche d'elle quand elle était ministre, mais la première qui a stigmatisé quelque part pour moi le logement social, c'est Marie-Noëlle Lienemann quand elle était ministre, où elle a pointé du doigt, enfin le rôle, les difficultés du logement social. Mais les difficultés du logement social, ça n'a rien à voir avec les difficultés de tout l'habitat que l'on connaît en grand désordre.
Oui, moi, en complément, parce que beaucoup de choses ont été dites, je crois aussi qu'il faut être très attentif au vocabulaire et que les candidats et candidates à la présidentielle ont une vraie responsabilité parce qu'il y a des propos qui stigmatisent, il y a des propos qui font mal et il y a des propos qui incitent au recours. Très clairement. C'est-à-dire que quand on pointe du doigt une collectivité en disant au-delà d'un certain seuil de logement social, danger, eh ben, on stigmatise la collectivité, ses élus, ses habitants, et puis on invite les riverains à faire un recours puisqu'il y a danger. Hein ? Donc, premier élément. Deuxième élément, quelquefois, pour un maire, il vaut mieux avoir affaire à un bailleur social qu'à une copropriété privée. Parce que quand il y a un problème, il peut convoquer le directeur général et l'engueuler s'il y a un sujet. Copropriété, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, reparlons-en dans quelques années, on fera le bilan de la rénovation énergétique, de la transition. On verra quelles sont les passoires thermiques, où sont les passoires thermiques. Et bien, vous verrez que dans le logement social, il n'y en aura plus de passoires thermiques, et que dans le secteur privé, il y en aura plein parce que les leviers de décision sont infiniment plus complexes. Donc pour les élus, c'était quelque chose d'important. Moi, quand je vois des élus, j'entends trois choses par rapport au logement social. Il y a une interrogation sur la question de la densité, qui est un vrai sujet après la période que nous venons de vivre et qui nécessite de s'interroger, mais sans pour autant s'arrêter de construire. En tout cas, c'est un véritable sujet et là-dessus, je pense que les architectes ont aussi apporté des réponses à nous aider à le faire. Il y a la question du financement. Alors, je ne parle pas du financement pour les bailleurs, je parle du financement pour les collectivités qui nous disent « mais attendez, on n'a plus la taxe d'habitation, il faut qu'on finance les écoles, un certain nombre d'équipements publics. » On a des difficultés. Moi, je ne porte pas de jugement, mais je l'entends, en tout cas, cette question, et je pense qu'il appartient aussi aux candidats à la présidentielle d'apporter des réponses aux élus pour les encourager à construire. Et le troisième élément, c'est la question des attributions. Et là, je rejoins ce que disait Patrick Brossec sur le fait que je pense qu'il y a des sujets qu'il faut regarder à une échelle intercommunale. Le logement social, c'est de la demande locale. Il faut que les élus aient droit au chapitre, entre guillemets, sur cette question. Simplement, il faut le faire à la bonne échelle et il ne faut pas que ce soit un prétexte pour arrêter de construire. Mais le premier élément, c'est, rappelons aux candidats et candidates que leurs propos sur le logement social, la façon dont ils le mettent en avant, c'est essentiel et que si c'est des propos stigmatisants, il ne se passera rien et la crise continuera. Merci. Et ultime prise de parole, puisque les représentants des candidats arrivent. Je vous laisse, Fabien, conclure cette table ronde. Juste quand même pour rappeler que la question de l'architecture du logement social a été totalement importante et essentielle dans la question du logement au sens général. Ça a toujours été un centre de laboratoire, justement pour sortir de ce plan Henri Beck dont parlait Monique Eleb tout à l'heure. Donc en termes de qualité d'habiter, de services rendus aux habitants, le logement social est extrêmement important et les architectes le savent. Et le logement social aussi, les édifices de logements sociaux sont attentifs aussi avec la ville. C'est-à-dire que le logement social ne prend pas à la ville. Au contraire, il donne aussi à la ville et il donne dans l'espace commun parce que le logement social, en fait, il embarque aussi toute une concentration de matière grise et de réflexion. Et c'est aussi un logement qui est tenu par des maîtres d'ouvrage et qui ont vraiment un regard extrêmement attentif au maintien de leur patrimoine. Merci à tous les quatre et merci à vous.